Yo les bros, bienvenue dans cette review du chapitre 1084, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on attaque du lourd, les révélations des derniers chapitres semblent dérisoires tant celles que nous avons eues aujourd'hui chamboulent absolument tout. L'identité d'un des 20 rois ou du moins la reine ayant créé le gouvernement mondial est révélée avant qu'Im, l'entité régnant sur le monde, n'intervienne en fin de chapitre. Très clairement, ça a également changé ma perception de l'œuvre et cette review n'aura jamais été autant chargée en théorie. Mais je vous en dis pas plus, on a largement assez à faire. Merci à tous pour vos retours sur le setup dans la dernière vidéo, franchement ça nous a trop fait plaisir. Et normalement, la qualité est un petit peu mieux aujourd'hui, donc dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude ce soir, et surtout si je me suis pas endormi à cause du taf de la review, il y a possiblement un live sur la chaîne Twitch, alors allez follow si jamais ça vous intéresse. Pour finir, si vous voulez soutenir gratuitement cette review d'ampleur exceptionnelle, alors je vous invite à laisser un like pour aider la vidéo à être mieux référencée et également à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci les bros, maintenant préparez-vous bien pour cette review du chapitre 1084, ce chapitre mythique. On va directement commencer par le début du chapitre, on garde le meilleur pour la suite, et on retrouve donc Sabo et Bonnie qui se rencontrent pour la première fois. Globalement, et pour résumer, ils comprennent qu'ils ont un objectif commun qui est de libérer Kuma. Bonnie se présente comme étant sa fille, chose que Sabo ne savait pas, bien qu'il ait déjà entendu parler d'un enfant qu'aurait eu Kuma dans sa jeunesse. La Supernova explique également à Sabo qu'elle souhaite se rendre sur Egghead pour rétablir la conscience perdue par Kuma, sachant que seul Vegapunk serait capable d'une telle prouesse. La suite on la connaît puisque Bonnie a rencontré le frère de Sabo, Luffy, et ainsi commença l'arc d'Egghead avec tous ces événements et ces révélations. Bon, commençons déjà à revenir sur quelques points présents dans cette partie. Sabo a bel et bien récupéré les clés des colliers des esclaves, jusqu'ici pas de grande surprise si ce n'est qu'il semble être parvenu à contacter Karasu en l'invoquant grâce à de la suie qu'il gardait dans sa poche ou dans sa main. On le rappelle dans le dernier chapitre, le fruit du démon de Karasu a été dévoilé, il s'agit du Susunomi, le fruit de la suie. Il est l'un des rares, voire le seul d'après mes souvenirs à avoir un fruit du démon qui peut être utilisé par les autres pour l'invoquer, ce qui fait de lui un atout de taille pour les révolutionnaires puisqu'il peut aider plusieurs personnes à la fois, tout ça sans forcément être à leur côté. Autre point non moins intéressant qui ne concerne pas Karasu mais un lieu de Marie-Joise, que les gardes des dragons célestes considèrent comme étant légendaire, la chambre fantôme. D'après ces mêmes gardes, certains de leurs collègues ont disparu subitement, réduisant ainsi leur effectif. Ces disparitions seraient directement liées à leur découverte, ils auraient vu la légendaire chambre fantôme de Marie-Joise. Encore un nouveau terme jamais employé dans One Piece, ajoutant un mystère supplémentaire. Enfin, ça c'est ce qu'on croit, en réalité la chambre fantôme serait tout simplement la chambre fleurie où Im est déjà apparu au chapitre 908 et 1060. Ce n'est qu'une théorie, mais si on part du principe qu'Im doit rester caché et son existence jalousement gardée loin des regards, alors la disparition des gardes un peu trop curieux de Marie-Joise après avoir découvert la pièce où elle vit semble plutôt logique. De plus, on y retrouve un certain tabou lié à cette époque du siècle oublié. Rappelez-vous dans le chapitre 1018, lorsque Who's Who nous révèle pour la première fois l'existence du dieu du soleil Nika. Il nous a expliqué à ce moment-là que le garde ayant mentionné ce Nika a disparu quelques jours après avoir fait cette grande révélation. Aujourd'hui, exactement la même chose s'est passée pour les gardes ayant découvert cette mystérieuse chambre fantôme qui serait donc reliée à Im. Pour autant, est-ce vraiment la chambre fleurie que je vous ai citée plus tôt? On est en droit de se poser la question, puisque les gardes dans ce nouveau chapitre ne mentionnent aucunement l'aspect fleuri de cette chambre justement. Il est donc parfaitement possible que cette chambre fantôme soit un autre lieu mystique de Marie-Joise que l'on ne connaît pas, ou même par exemple la chambre dans laquelle se trouvait le chapeau de paille géant où Im s'est également rendu. De plus, les paroles des gardes laissent sous-entendre et supposer que cette chambre fantôme tire son nom de ses apparitions aléatoires. Un fantôme, généralement, il hante un lieu, apparaît dans une pièce, disparaît dans l'autre, et ça dans tout le château. Cette chambre fantôme de Marie-Joise serait pareil. On ne pourrait donc pas véritablement la trouver puisqu'elle apparaît à certains moments et malheureusement des gardes ont vu apparaître cette légende devant leurs yeux. Quoi qu'il en soit, il est clair que cette pièce fait partie intégrante du mystère de Marie-Joise. Elle semble être la chambre fleurie où se cache Im, ce qui serait parfaitement en adéquation avec le caractère tabou de son existence. Toutefois, il y a quand même une possibilité qu'on se fasse brain, que cette chambre fantôme ne soit pas vraiment celle que l'on pense. En tout cas, on aura la réponse bien assez tôt car Sabo, ayant écouté la discussion des gardes, semble intéressé par ce mystère que cachent les dragons célestes.
Alors si l'entièreté des révélations de ce chapitre sur Im et le pays d'Alabasta avait de quoi nous donner notre dose de frisson pendant plusieurs années, sans interruption, je crois véritablement que mon passage préféré se passe lorsque Shirahoshi frôle une nouvelle fois de se faire capturer. Effectivement, et pendant que les principaux rois et leurs délégués assistaient à la première réunion de la rêverie, Saint Carlos et son père n'ont pas lâché l'affaire dans leur quête de capture d'une sirène. Alors que le Tenryubito, qui s'était déjà mangé un astéroïde par le fils, s'était également fait marteler par l'un des siens, il fait aujourd'hui preuve d'une détermination à toute épreuve pour capturer Shirahoshi et la réduire en esclavage. Ça, j'avoue que j'aurais jamais imaginé voir un Tenryubito avec tant de volonté. Ouais, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, le moment est grave, personne ne semble pouvoir sauver Shirahoshi des griffes des dragons célestes, utilisant en plus la puissance de l'esclave invincible, pseudo sous lequel est connu Kuma. Enfin ça, c'est ce que l'on croit, puisque Sai et Léo font leur apparition pour infliger leur plus puissante attaque à Carlos avec la bénédiction et la protection de Mjosgard. Une scène absolument incroyable, autant par son écriture que par ses conséquences. Même si voir Carlos se faire poutrer par la terre entière commence à devenir un même récurrent, cette fois-ci c'est différent. Car Sai et Léo, ils sont allés tellement fort que tous les témoins de la scène ont cru assister à un véritable meurtre. Et ils ont pas tort. Avec One Piece, on ne peut jamais vraiment être sûr quand un personnage meurt ou non. Ou alors il faut que ce soit particulièrement explicite pour dissiper tous les doutes. Très concrètement, Carlos est censé être mort. Regardez-le, on dirait des pancakes bien américains, bien sirop d'érable. Mais ce n'est pas le cas, tout simplement car cet incident a été traduit plus tard, au chapitre 1054, comme une tentative d'assassinat. Alors déjà, oui, finalement ce n'était pas Bonnie, comme je pouvais le penser dans la review précédente, je me suis compliqué la vie pour rien, alors que j'avais juste à mieux prendre en considération le chapitre 908. C'est en effet dans ce chapitre où Mjosgard a donné son aval à Sai et Léo pour qu'ils protègent Shirahoshi, assumant ainsi pleinement les sans doute lourdes conséquences que cela inclut. Après cet événement, Mjosgard a donc aidé Léo et Sai à s'échapper, sans doute avant que le CP0 n'intervienne, puisque Lucci se trouvait très loin de la scène, comme en témoigne le chapitre précédent. Pour autant, l'affaire s'est-elle arrêtée ici? Eh bien, j'en doute. Souvenez-vous que s'en prendre à un dragon céleste, c'est le meilleur moyen pour invoquer les foudres d'un amiral. C'est d'ailleurs exactement ce que disaient les princes ayant assisté à la scène. Et si Sai et Léo avaient donc aujourd'hui véritablement signé cet événement que l'on attendait depuis le chapitre 800, l'événement d'une importance majeure dont la flotte de Luffy en serait à l'origine. À mon sens, cet événement englobe une action que toute la flotte en elle-même va faire, mais une tentative d'assassinat sur un dragon céleste a très clairement l'ampleur d'un événement d'importance majeure. Après, c'est aussi le fléau de ce genre de teasing, chaque action que va entreprendre chaque capitaine de la flotte de Luffy sera immédiatement assimilé à cette déclaration du narrateur, alors que ça sera peut-être pas du tout le cas. Donc je m'en remets à vous dans les commentaires, pensez-vous que l'attaque combinée de Sai et Léo représente l'événement teasé dans le chapitre 800? Et si ce n'est pas le cas, quelle sera la nature de cet événement? Pour en revenir à cette scène mythique, j'ai trouvé ça beau de voir à quel point Mjosgard a bien fait attention de conserver l'intégrité des hommes poissons en les empêchant d'attaquer Carlos. Par contre, il a dû très clairement douiller. Mjosgard fait partie de la famille Don Quichotte, une famille qui n'a pas très bonne réputation au sein des Tenryubito, et ce pour plusieurs raisons. La première, l'un des membres de cette famille est pour l'instant, et avec la famille Nefertari comme par hasard, le seul connu pour avoir quitté Marie-Joise et son titre de dragon céleste. Je parle évidemment de Saint Homing et sa famille. Saint Roswald, le père de Carlos, semble posséder un certain dégoût pour lui, ce qui n'est pas franchement étonnant quand on sait qu'il a renoncé à tous ses avantages de dieu. Donc déjà en partant de ce principe, Mjosgard n'est lui-même pas avantagé. Deuxièmement, eh bien Doflamingo, tout simplement. On ne sait pas ce qu'est Mjosgard pour Doflamingo, bien qu'ils partagent le même nom de famille. Un cousin, un oncle, je sais pas, je partirai pour cette dernière hypothèse. Quoi qu'il en soit, Doflamingo a un lien spécial avec le gouvernement. C'est le seul dragon céleste connu à ce jour à être devenu pirate. Pas seulement, il est également l'un des seuls à avoir connaissance du trésor national de Marie-Joise. Un trésor dont la simple existence bouleverserait le monde entier. Ce rapport qu'il a avec les nobles est donc très particulier et ce secret le met d'ailleurs en grand danger, comme lorsqu'au chapitre 906, il s'attendait à ce qu'un assassin s'en prenne à lui, bien qu'il soit au plus profond niveau d'Impel Down. Bref, tous ces trucs là autour des Don Quichotte, qui font d'eux une famille très décalée des Tenryubito, mettent aussi Mjosgard en grand danger. Je ne serais donc pas étonné qu'il soit banni de Marie-Joise avec l'impératif qu'il remette toute sa fortune aux autres dragons célestes, soit qu'il devienne lui-même l'un de leurs esclaves, ce qui serait une encore plus grande humiliation, soit, dans le pire des cas, exécuté pour haute trahison. Vous l'aurez compris, je ne vois pas Mjosgard garder ce titre divin encore très longtemps. Pour conclure cette partie et enfin attaquer le gros de la review, nous vivons enfin
enfin la libération de Kuma par les révolutionnaires. Grâce à l'agitation causée par tous les événements que nous venons de voir, Morley en profite pour surgir du sol et attraper Kuma avant de repartir d'où il vient et donc retourner au QG des révolutionnaires. Alors théoriquement, on ne verra plus les commandants révolutionnaires dans ce flashback car c'est après avoir libéré Kuma qu'il retourne vers Dragon. Précision supplémentaire, Cobra va bientôt mourir. Oui, alors ça tout le monde s'en doutait, mais je fais surtout référence au chapitre 1058. Les capitaines révolutionnaires expliquent que la mort de Cobra a eu lieu après leur séparation, une séparation qui va elle-même avoir lieu dans très peu de temps puisque leur objectif final de récupérer Kuma a enfin été atteint. Donc, en toute logique, les révolutionnaires vont se diriger vers le côté est de Maréjoise où se trouvent tous les esclaves qu'ils ont libérés dans le dernier chapitre. Leurs chaînes seront retirées et ils regagneront ensemble Momohiro Island, mais Sabo lui ne sera pas avec eux. Grâce au début de ce chapitre, nous pouvons enfin peut-être comprendre pourquoi il est resté ici. De base, il a expliqué à Karazu avoir encore quelques trucs à faire dans le coin et qu'il les rejoindra plus tard. Mais juste après ça, il surprend la conversation des gardes avec cette fameuse chambre fantôme qu'on a pu mentionner plus tôt. Il faut croire que Sabo, intrigué par ce lieu mystérieux, est donc décidé de partir à sa recherche, qu'il a trouvé et surtout qu'il a vu Im à ce moment-là. Rappelons quand même que de base, c'est Sabo qui est à l'origine de ce flashback et il doit nous expliquer le cheminement qui l'a conduit à voir quelqu'un s'étant assis sur le trône vacant. L'idée est que dans le prochain chapitre, ils surprennent la conversation de Cobra avec le Gorosei, surprend également Im sur le trône vacant, vu qu'elle retourne s'y asseoir en fin de chapitre et donc qu'il découvre l'assassinat de Cobra par ces derniers, tout simplement. Donc le chapitre tant attendu arrivera sûrement dans 2 semaines, puisqu'il y a une pause la semaine prochaine malheureusement, et nous lèverons enfin le voile sur le mystère de la mort de Cobra et la révélation d'Im aux yeux de Sabo. Ça y est, on arrive à la partie tant attendue, la conversation du Gorosei avec Cobra, les révélations sur Alabasta et la nouvelle apparition de Im. Il y a trop de trucs à dire, c'est terrible. Je sais pas par quoi commencer. Alors faisons comme d'habitude un petit récapitulatif pour recontextualiser les révélations que nous avons eu. Nous avons droit justement de la bouche de Cobra à un véritable récapitulatif de ce qu'est le gouvernement mondial et sa création. Vous devez également le savoir, mais un petit cours d'histoire ne fait pas de mal. Le gouvernement mondial fut fondé il y a de ça 800 ans lorsque 20 rois se sont regroupés au sommet de Maréjoise pour y vivre sous une nouvelle dynastie, celle des dragons célestes. Autoproclamés créateurs du monde, les 20 rois se jurent de rester égaux et pour cela ils ont installé le trône vacant autour duquel chacun d'eux planta une épée pour symboliser leur volonté à ne jamais essayer de s'asseoir dessus. Ce que l'on apprend ensuite, c'est que les 20 nations ayant perdu leur famille royale, parties s'installer sur Maréjoise, ont dû choisir de nouveaux dirigeants pour garder l'équilibre du royaume, tout en apportant un soin particulier à effacer les traces de la dynastie précédente. Une histoire qui, pour l'instant, colle plutôt bien à celle que Doflamingo nous a racontée au chapitre 722, lorsque les Don Quichotte ont quitté Dressrosa pour rejoindre Maréjoise, c'est la dynastie des Riku qui a repris le flambeau. Ainsi, les 20 pays fondateurs du gouvernement n'ont théoriquement plus de traces de leur lignée royale originelle, sauf pour Alabasta. En effet, nous apprenons pour la première fois l'identité d'un des rois créateurs du gouvernement mondial, ou du moins une des reines. Nefertari Lili, bien qu'ayant participé à la création du gouvernement, n'est pas restée sur Maréjoise pour devenir une Tenryubito comme les 19 autres. Cependant, elle n'est pas retournée à Alabasta non plus. D'après Cobra, c'est à son jeune frère qu'est revenue la responsabilité de diriger Alabasta. Lili, elle, ne fut plus aucunement mentionnée dans les textes anciens de son pays. Personne ne sait ce qu'il est advenu d'elle après son départ de Maréjoise. Le Gorosei, face à cette histoire dont il semble pourtant parfaitement en connaître les tenants et aboutissants, explique ne pas avoir davantage d'informations à ce sujet. Malgré l'impasse face à laquelle se trouve le roi Cobra, il ne désespère pas et demande désormais la signification de la lettre Di, un sujet inattendu motivé par un courrier rédigé par la reine Lili en personne, sans doute avant sa disparition, qui fut ainsi transmis de génération en génération. C'est suite à toutes ces discussions qu'Im décide enfin d'y prendre part. Après avoir tout entendu à travers un Denden Mushi, elles seront sur le trône vacant tout en murmurant simplement le prénom de Lili. Nous le vivons, ce moment les bros, ce moment que l'on attendait tous, l'histoire du siècle oubliée qui se révèle timidement sous nos yeux, l'identité complète d'une des figures à l'origine du gouvernement mondial nous est dévoilée, la signification du Di est à nouveau mise sur le tapis et le comble ultime, Im commence à prendre la parole. C'est terrifiant, c'est le terme. Autant avant je râlais car Oda ne révélait rien de son histoire, mais maintenant qu'il le fait, je stresse à l'idée d'approcher de la fin et de ne plus rien avoir à analyser. C'est de l'ingratitude totale. Dans cette partie de la review, je vais essayer de vous expliquer chaque détail de cette histoire, je vais essayer de théoriser avec le maximum d'éléments que nous avons pour découvrir la vérité que nous cache ce 1084e chapitre. Alors, allons-y.
La grande révélation de ce chapitre est le prénom de Lily, mentionné par tous, que ce soit par Cobra, le Gorosei ou même Im en personne. Comme vous l'aurez compris, il s'agit là de la reine d'Alabasta, de l'époque du siècle oublié. Les mystères qui règnent autour d'elle sont aujourd'hui nombreux. Pourquoi n'a-t-elle pas vécu avec les autres Tenryubito sur Marie-Joise? Pourquoi n'est-elle alors pas rentrée chez elle à Alabasta? Que contient véritablement la lettre qu'elle a rédigée et pourquoi le dit y est-il mentionné? Finalement, quel est le lien entre Im et cette reine? Étant donné que ce dernier sujet est plutôt déterminant dans le traitement des autres questions, commençons par celui-ci. Im serait-elle finalement Lily, la reine d'Alabasta d'il y a 800 ans? C'est une question qui, je vous assure, est absolument légitime après avoir lu ce chapitre. En effet, depuis son apparition, nous avons déjà tous pensé que Im puisse être une femme, et même qu'elle en était une. À apprendre aujourd'hui qu'il s'agirait d'une ancienne reine d'un pays fondateur du gouvernement n'est donc absolument pas dénué de sens. Pourtant, est-ce vraiment le cas? Lily est-elle véritablement Im? Spoil, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à la fois exposer pourquoi Im pourrait être Lily et pourquoi elle ne pourrait pas être Lily. Je vous donnerai mon avis final en conclusion et après avoir analysé le maximum toutes les hypothèses, alors commençons. Im et Lily. Le principal argument à mon sens à la théorie Im et Lily est tout simplement qu'Im commence tout juste à se dévoiler à travers une première prise de parole au moment où Lily est mentionnée également pour la première fois. Comme si le nom de Lily avait éveillé en elle d'anciens souvenirs, comme si ce prénom qui était autrefois le sien n'avait plus été prononcé par quiconque depuis plusieurs dizaines voire centaines d'années. On pourrait ainsi croire à raison que le parallèle entre l'histoire et la disparition mystérieuse de la reine d'Alabasta et la présence d'autant plus mystérieuse sur le trône vacant de la reine du monde soit parfaitement volontaire, justifiant simplement que ce soit les mêmes personnes. Mais ce n'est pas tout. Il est expliqué qu'il n'y a pas véritablement 20 épées autour du trône vacant, mais bien 19, puisque Lily, lors de la création du gouvernement mondial il y a 800 ans, a renoncé à la fois à vivre sur Marie-Joise et vraisemblablement vivre égale parmi ses pairs. Chose étonnante, Im possède bel et bien une épée qu'elle utilisa pour découper les primes de Barbe Noire et Luffy. Cette épée serait alors en toute logique la 20e manquante, celle de Lily qu'elle refusa de planter il y a 800 ans. On pourrait alors penser que Lily, qui deviendra Im par la suite, avait peut-être déjà l'ambition de prendre le contrôle du gouvernement mondial et donc du monde, expliquant son refus de s'agenouiller. Ensuite, elle tenait une photo de Vivi à la fin du chapitre 908. Est-ce vraiment un hasard que ce soit la photo de Vivi qu'Im a choisi de garder auprès d'elle? Cette même Vivi qui se trouve être la descendante directe de la reine Lily? Si Im est vraiment Lily, alors elle pourrait effectivement être intéressée par sa descendante, même si on manque clairement d'explications. Continuons cette fois-ci avec l'étymologie du prénom de Lily. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est en effet le premier truc que j'ai recherché, car je sais qu'Oda a pour habitude de cacher des significations bien particulières dans les noms et prénoms de ses personnages, et avec Lily, on n'est pas déçu. En effet, son prénom est très bien choisi, puisqu'il est souvent associé à la fleur du lys. Une fleur aux multiples symboliques que l'on retrouve principalement dans deux cultures, la civilisation de l'ancienne Égypte et dans l'héraldique européenne, notamment la monarchie française. Vous devez évidemment connaître ce symbole, surtout si vous vivez en France, puisqu'on le retrouve à de nombreuses reprises un petit peu partout. Comment fait-il le lien entre Lily et Im? Eh bien, c'est là. C'est sous nos yeux. Le lys est lié à deux cultures. L'Égypte que l'on associe à Alabasta et au Néfertari, puisque c'est de ce pays et de sa reine Néfertari et Merienmout qu'Oda s'est inspiré. Et la France que l'on associe à Im et à Marie-Joise, puisque cette même Marie-Joise est inspirée du château de Chambord, un monument français, mais aussi et surtout car la fleur de lys est un symbole qu'aurait inspiré Oda pour créer le symbole des dragons célestes. C'est plutôt récent, mais ça doit faire à peu près 1 an que j'ai remarqué l'étrange ressemblance entre le symbole français de la fleur de lys et le symbole de la griffe des Tenryubito. Malheureusement, la ressemblance ne s'arrête pas à leur forme et structure, car j'avais justement découvert à l'époque que le Code Noir, un édit français de 1685 destiné à cadrer l'administration, la discipline et le commerce des esclaves en Louisiane, suggérait dans son 38e article que l'esclave se verrait marqué au fer rouge d'une fleur de lys en fonction des délits de ce dernier. La ressemblance avec les Tenryubito, marquant au fer rouge les esclaves qui les achètent par la griffe des dragons célestes, ne fait alors plus aucun doute. La monarchie française et ses pratiques esclavagistes vieilles de plus de 350 ans auraient clairement et tristement inspiré Eiichiro Oda dans la conception des nobles célestes. C'est pourquoi le symbole du lys est si important dans la comparaison entre Lily et Im. Le lys, une fleur sacrée en Égypte qui aurait donné son nom à la reine Lily d'Alabasta, tout en étant de l'autre côté le symbole des dragons célestes de Marie-Joise, ceux dont Im est à la tête, ceux qu'elle gouverne. Pas seulement, la fleur de lys en général symbolise la royauté, le pouvoir et l'autorité
respecter tous les symboles des Tenryubito et donc par extension ceux de Im. Voilà pourquoi le prénom de Lily était si important dans la comparaison avec Im et pourquoi cette simple fleur peut porter un message si lourd, nous poussant ainsi à penser que Im est bien l'ancienne reine d'Alabasta, l'ancienne reine Nefertari. Peut-être que vous avez été convaincu, peut-être pas, il n'empêche que la première partie de cette hypothèse sur Im et Lily est close. Passons désormais à la suite. Pourquoi Im ne serait-elle pas Lily ? Cette partie ne sera pas facile, en particulier pour ceux convaincus par mes arguments précédents ou tout simplement convaincus par leur propre lecture que Im est Lily. Pourtant, je crois qu'il y a plus d'arguments allant dans le sens de la théorie qu'Im n'est pas Lily et ça commence très simplement avec le chapitre 908. En effet, c'est en se rendant près d'Im, présente sur le trône vacant, que le Gorosei discute de l'entretien que le roi Cobra leur a demandé et qui doit avoir lieu dans peu de temps. Un entretien que l'on découvre au chapitre 1084 aujourd'hui. Bref, les 5 doyens tiennent un discours particulièrement négatif au sujet des Nefertari, les considérant comme des traîtres après leur choix, il y a 800 ans, de rester à la surface. Croyez-vous vraiment, vu le respect qu'a le Gorosei envers Im, qu'il se permettrait de la traiter de traître si c'était vraiment Lily? Cette même Lily ayant refusé de devenir Tenryubito. Alors oui, il existe un monde, un scénario où le Gorosei ne connaisse absolument pas la véritable identité de Im, si elle est réellement Lily. Cependant, j'ai quand même un doute puisque ce chapitre 1084 et la discussion avec Cobra prouvent avec leur réaction qu'ils connaissent tout de l'histoire du gouvernement et donc de ce qu'il est advenu de la reine d'Alabasta ayant disparu. Et en partant de ce principe, encore une fois, j'ai du mal à imaginer les 5 doyens littéralement insulter l'entité devant laquelle ils se prosternent 2 pages plus loin. Vient ensuite le deuxième argument, Lily semblait déterminée à retourner à Alabasta pour continuer de régner, sans doute, aux côtés de son jeune frère. C'est littéralement ce qui est dit dans le chapitre, or c'est en quittant Marie-Joise qu'elle a disparu, sans laisser de traces. Ce scénario laisse alors supposer que Lily, en quittant Marie-Joise, fut capturée ou même assassinée après avoir refusé son lien avec les dragons célestes. Le gouvernement mondial, craignant que le secret de leur fondation soit dévoilé au grand jour par l'une des leurs, est décidé d'éliminer Lily, de l'effacer de l'histoire. Ce scénario est encore plus cohérent avec la seconde révélation qui nous est faite à propos de la reine d'Alabasta. En effet, d'après Cobra, elle a laissé une lettre à son jeune frère. Une lettre qui semble contenir des informations cruciales concernant l'époque du siècle oublié puisque le nom du clan des Di y est mentionné. Cette révélation surprend et inquiète le Gorosei. On comprend facilement qu'il n'était pas au courant de cette lettre transmise de génération en génération par la dynastie Nefertari. Encore une fois, pourquoi Im, si elle est véritablement Lily, aurait écrit et transmis une lettre semblant révéler l'un des plus grands tabous que le gouvernement mondial veut cacher, que Im elle-même souhaite dissimuler. Sans connaître le contenu de cette lettre, on peut être sûr qu'elle dévoile un pan important du siècle oublié, comme en témoigne l'information sur le Di qu'elle contient. D'ailleurs, cette lettre aurait déjà été teasée au chapitre 193 lorsque Pluton est révélé pour la première fois, après que Crocodile ait demandé l'emplacement de cette arme antique dans le pays d'Alabasta. Chacun n'ayant vraisemblablement jamais entendu parler de son existence comprend qu'il s'agit d'un secret transmis de roi en roi. Exactement comme ce que disait Cobra à propos de la lettre de Lily concernant le Di. Dans celle-ci, elle devait également mentionner l'existence de Pluton et son lien avec le pays d'Alabasta. Ultimement, on pourrait penser que cette fameuse lettre soit le poneglyphe d'Alabasta, celui révélant tout de cette arme antique. Cobra ne semble pas savoir lire les poneglyphes alors qu'il semblait connaître le contenu de la lettre de Lily. Comment cela pourrait-il être possible? Eh bien, même s'il ne sait pas lire ces inscriptions, ses échanges avec Nico Robin démontrent qu'il connaît parfaitement le contenu du poneglyphe d'Alabasta, sûrement car sa signification est que son message fut transmis de génération en génération. Exactement comme Neptune, avec la lettre d'excuse de Joy Boy, il en connaît le contenu sans pour autant savoir lire les poneglyphes, car sa signification fut transmise de génération en génération. Concernant Nico Robin, elle fut introduite véritablement dans l'arc d'Alabasta et sa première interrogation était sur le Di et les hommes qui portaient cette lettre dans leur nom. Ironiquement, c'est après cet arc qu'elle décida de rejoindre Luffy, porteur de cette lettre également. Bien qu'il lui ait sauvé la vie, pourquoi rejoindre les rangs de ses anciens ennemis? Car en lisant le poneglyphe d'Alabasta, la lettre de Lily, elle aurait également appris quelque chose sur la signification du Di. C'est après en avoir analysé son contenu qu'elle décida de rejoindre Luffy pour voir de ses propres yeux ce que ces hommes peuvent faire dans le monde. Cobra, lui, a préféré une approche différente en demandant droit dans les yeux au Gorosei la véritable signification de cette lettre. Ainsi, et pour en revenir à Im, pour l'instant, il n'y a rien qui pourrait expliquer qu'elle soit à la fois le méchant ultime empêchant le monde de connaître la vraie histoire et à la fois une reine ayant fait perdurer un secret datant du siècle oublié
oublié que le gouvernement cherche à cacher. Ce qui nous fait d'ailleurs rebondir sur le quatrième argument de cette théorie. Si Im est véritablement Lily, alors elle doit en toute logique savoir qu'Alabasta cache le poneglyphe menant à l'arme antique Pluton, et qu'elle n'aurait donc jamais laissé Alabasta renfermer un tel secret. Ils n'ont pas fait détruire O'Hara et interdire le décryptage des poneglyphes pour laisser le pays qui cache une arme antique tranquille. Surtout que ce poneglyphe semble se trouver ici depuis des siècles. C'est peut-être l'argument le plus court, mais également l'un des plus percutants. Le contraste entre ce qui est dit par le gouvernement et ce qu'ils font serait alors bien trop grand. Im cherche à préserver son secret, son identité, elle cherche à préserver son titre de reine du monde, et laisser de tels indices mener à une arme antique capable de détruire un pays entier serait bien trop risqué. Et ce risque, elle n'aurait aucune raison de le prendre. On en vient au dernier argument, la fleur de lys. Oui, cette même fleur que l'on analysait plus tôt dans la partie sur Im serait Lily. Je vous ai pas tout dit à propos de cette fleur. En effet, bien que je trouve vraiment percutant son rapport avec l'esclavagisme que l'on peut relier au Tenryubito et le symbole du règne et du pouvoir, le lys a d'autres significations, des significations beaucoup plus saines et positives. Le lys peut symboliser la pureté et l'innocence ainsi que représenter la Vierge Marie. Des attributs éloignés de la représentation que nous avons d'Im, entité capable d'éradiquer sans mal toute personne ou civilisation lui barrant la route. Voilà, normalement vous avez pas mal d'éléments en main pour vous faire votre propre idée, votre propre interprétation de ce chapitre. Du coup, c'est à mon tour de vous donner mon avis final à ce sujet dans la grosse théorie de cette review, une théorie qui est censée vous révéler le véritable lien entre Im et Lily. Il est clair, encore plus, après un tel chapitre, que l'on ne sait strictement rien de la véritable histoire du siècle oublié. Tout ce qu'on peut faire, c'est réécrire l'histoire à notre façon, l'imaginer sans avoir la certitude de sa cohérence lorsque le prochain chapitre sera révélé. Pourtant, et avec toutes les années qui séparent ma première théorie sur Im et son rôle d'arme antique, Uranus, je n'ai pas l'intention de changer d'avis à son sujet, et ce 1084e chapitre me conforte dans mon idée, me conforte dans ma théorie. Les trois armes antiques sont éparpillées partout dans le monde. C'est en tout cas ce qu'on en déduit en découvrant Poséidon sur l'île des hommes poissons et Pluton sur Wano Kuni. Également, chaque arme antique repose dans l'environnement de son mythe. Poséidon est le dieu des océans. Quoi de plus normal que de retrouver cette arme antique dans les fonds marins. Pluton est le dieu des enfers et cette arme antique se trouve justement dans les profondeurs des terres de Wano Kuni. Quoi de plus logique qu'imaginer Uranus, dieu du ciel et des étoiles, vivre dans les hauteurs du monde, dans les nuages de Marie-Joise, la demeure des dragons célestes. Im en serait cette représentation, la représentation de la plus grande puissance divine du monde de One Piece, trônant dans le ciel et capable de faire agenouiller les 5 étoiles. Cette théorie est vraiment convaincante, mais connaissez-vous son origine? Savez-vous quel est l'argument principal qui m'a déclenché cette hypothèse lorsque le chapitre 908 est sorti il y a 5 ans? Cette scène. Im emportant avec elle la photo de Vivi après avoir mutilé celle de Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi. Je l'avais traduit comme suit. Im, l'arme antique Uranus, craint le réveil de Shirahoshi, l'arme antique Poséidon, et celui de Vivi, l'arme antique Pluton. Ce que Im craint davantage, c'est qu'un des deux dit que son Teach et Luffy utilise ses armes antiques pour retourner le monde et donc faire chuter le gouvernement mondial, dont elle-même. Mais Vivi est-elle réellement l'arme antique Pluton comme je viens de le mentionner? C'est plus compliqué que ça. Jusqu'à présent, la seule arme antique ayant été dévoilée à ce jour se trouve être Poséidon, incarné sous les traits de Shirahoshi, un être vivant. Pourtant, Pluton, première arme antique mentionnée à ce jour, se trouve être un navire de guerre. Comment deux armes censées être liées à la fois par leur pouvoir et leur référence mythologique peuvent être si différentes, passant d'un être humain à un bateau? La réalité serait que pour exploiter ses pleins pouvoirs, ou peut-être pour pouvoir justement s'éveiller, Pluton ait besoin de quelqu'un. Il a besoin que le sang de la famille Nefertari éveille ses propres pouvoirs. Et c'est ce pouvoir qu'avait Lily il y a 800 ans. Si elle n'est pas Pluton, elle est peut-être la seule à pouvoir contrôler cette arme antique, expliquant ainsi la présence du poneglyphe, indiquant la position du navire sur Wano Kuni. C'est en collaborant avec les 19 autres royaumes que Lily aurait détruit l'ancien royaume lors de la période du siècle oublié. Si chaque arme antique a besoin de quelqu'un pour la contrôler, chose qui semble être le cas, alors Lily avait peut-être le contrôle de Pluton, un pouvoir qu'elle a utilisé pour détruire l'ancien royaume en combinaison avec son ancien allié Im, alias Uranus. Mais peut-être, prise de remords, décida de sceller cette arme à jamais dans les terres de Wano Kuni afin qu'un tel événement ne se reproduise plus jamais. Le gouvernement mondial fraîchement formé et craignant que Lily décide de se rebeller contre eux en ne voulant pas devenir une Tenryubito, l'ont fait disparaître de l'histoire. Malheureusement pour eux, sa lignée a survécu. 800 ans plus tard, une certaine Nefertari Vivi viendra au monde exactement à l'époque de la prophétie du retour de Joy Boy. Im, vu alors en elle en danger,
Vivi pourrait être la réincarnation de Lily et pourrait ainsi contrôler l'arme antique Pluton exactement comme Shirahoshi est la réincarnation de la princesse sirène d'il y a plusieurs siècles qui portait également les pouvoirs de l'arme antique Poséidon. Vous savez, le lys a également une autre signification, oui, il y en a beaucoup. Mais surtout en Égypte, cette fleur symbolise le renouveau et la renaissance. Un thème extrêmement présent dans One Piece, notamment quand il est question d'armes antiques. Est-ce un hasard que la symbolique de la renaissance se retrouve alors justement chez Lily et son lien étroit avec l'arme antique Pluton? Cette théorie expliquerait alors parfaitement la scène du chapitre 908. À en juger l'épée plantée sur Shirahoshi, Im a compris que Poséidon s'était réveillé et deviendrait alors une ennemie pour elle. Im, craignant que Teach ou Luffy soit le fameux élu mentionné par Otohime au chapitre 626, chargé de guider le pouvoir de la princesse sirène sur la bonne voie et ainsi bouleverser le monde. Tout simplement car d'après les dragons célestes, les 10 vont provoquer un raz-de-marée, un cataclysme qui englobera le monde créé par l'Etenrubito et donc créé par Im. Les ennemis d'Im sont les 10, mais ses encore plus grands ennemis sont l'alliance d'Undy et d'une ou plusieurs armes antiques. Ainsi, et pour éviter que Pluton s'éveille à son tour, Im aurait voulu en finir avec Vivi et la lignée de Lily. Cette théorie pourrait alors expliquer à la fois le lien qu'a Im avec les Nefertari, mais également la disparition de la reine Lily, l'apparition des prochaines armes antiques et le rôle que tiendrait Luffy en tant qu'élu de la prophétie. Im serait alors toujours lié à Uranus, Lily le serait quant à elle à Pluton, comme en témoigne son poneglyphe sur Alabasta, et Shirahoshi serait également l'héritière du pouvoir de la princesse qui vivait il y a plus de 800 ans en même temps que Im et Lily. Les princesses seraient alors à l'origine du réveil des armes antiques capables de détruire le monde et malheureusement Im fait partie de l'une d'entre elles. Reste à savoir de quel royaume elle en était la reine. Voilà ma théorie à ce sujet, rien d'autre à ajouter à ce propos si ce n'est que c'est tout ou rien. Le prochain chapitre pourrait soit donner du crédit à cette théorie, soit totalement l'annuler. On pourrait se quitter dès maintenant, mais je voulais tout de même revenir rapidement sur plusieurs sujets et questions autour de ce chapitre que je voulais aborder en détail, mais vu la durée de la vidéo, je n'en aurai certainement pas le temps. Que veut dire Cobra quand il dit pourquoi avons-nous? Le nous veut sûrement dire nous les Nefertari. Cobra c'est alors quelque chose de plus qu'il ne nous a pas révélé concernant les Nefertari et ça concerne les poneglyphes et la véritable histoire. Peut-être qu'il se demande pourquoi les Nefertari possèdent une pierre révélant l'histoire que le gouvernement dont ils font partie veulent pourtant éradiquer. Et justement concernant les poneglyphes, il n'a rien demandé à leur sujet au Gorosei alors que c'était pourtant l'un des sujets qu'il souhaitait aborder si l'on en croit ses paroles au chapitre 823. Il serait donc logique que la conversation entre le Gorosei et Cobra continue malgré l'apparition d'Im qui pourrait peut-être également répondre à certaines questions. Amazon Lily a également dû vous venir en tête lorsque vous avez lu le prénom de la reine d'Alabasta. Je dois avouer ne pas savoir s'il y a véritablement un lien entre l'île des femmes et la reine Nefertari. Cependant, en serait-elle l'impératrice originelle? Plusieurs choses pourraient donc correspondre, comme Boankot, considérée comme la plus belle femme du monde, ce qui est également le cas de la reine Nefertari Merienmut, dont je parlais plus tôt, de l'Égypte antique, qui fut surnommée la plus belle de toutes. Peut-être qu'en disparaissant, Lily a créé cette nation de femmes et en serait l'impératrice originelle, mais hélas, je n'ai que trop peu d'éléments pour le confirmer. Ensuite, les personnages principaux de One Piece ont pour la plupart des couleurs, des plats ou même des animaux qui leur sont attitrés. Mais pas seulement, Oda s'est également amusé à leur attribuer des fleurs. Luffy a par exemple le tournesol qui est la fleur du soleil par excellence. Ironique quand on connaît la véritable identité de son fruit du démon. Quoi qu'il en soit, il fallait que je regarde si Oda avait déjà attribué le lys à quelqu'un d'autre, et tenez-vous bien, car il a bien fait. Et c'est pour Hawkins. Eh oui, ce dernier a comme fleur le lys noir. Et qu'est-ce que ça apporte? Absolument rien, car ce personnage est mort. Par contre, on en vient à un autre personnage beaucoup plus intéressant qui possède lui aussi le symbole du lys, et c'est Marshall D. Teach. Barbe Noire a en effet la fleur licorice rouge, qui lui est attribuée. Une fleur également surnommée Red Spider Lily. Cette fleur est très particulière, en effet, elle est directement liée au mythe japonais de la rivière Sanzu, qui est l'équivalent du Styx dans les mythes grecs. Ces rivières sont un passage direct entre le monde des morts et des vivants, une passerelle régulièrement décorée par les fameuses Red Spider Lily, symbolisant la mort et l'au-delà. L'ironie de la chose, c'est que Pluton, l'arme antique dont les secrets sont enfermés à Alabasta, est directement associé au dieu Pluton, le roi des enfers. Ainsi, et simplement à travers le nom de Lily, Oda aurait pu faire le lien entre cette reine, l'arme antique que cache son pays, et peut-être une histoire dans laquelle Barbe Noire mettra la main sur cette arme antique. Pour finir, la taille d'Im semble particulièrement petite dans ce chapitre, contrairement à ses autres apparitions. Serait-elle vraiment une enfant? Très possible, car si Im a vraiment bénéficié du pouvoir de jouvence, du Ope no Mi, expliquant ainsi son existence il y a 800 ans pendant le siècle oublié, elle aurait alors cessé de vieillir.
C'est d'ailleurs ce que dit Barbe Noire au chapitre 1081 en parlant du pouvoir ultime de l'eau. En japonais, il est dit qu'il pourrait devenir immortel, ne plus vieillir, ni pouvoir être tué. Ce qui serait le cas pour Im, même si l'hypothèse d'une apparence âgée n'est pas à exclure. En effet, les vieux dans One Piece ont tendance à perdre en taille, comme Yogoro par exemple. Peut-être que Im a donc bel et bien subi l'opération de jouvence, mais à un âge avancé, expliquant ainsi sa petite taille particulièrement visible dans ce chapitre. Bien sûr, il faudra encore prendre en compte les paroles de Doflamingo à la fin du chapitre 906 pour en être sûr, mais je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Effectivement, je pense que nous avons là la plus grosse review de la chaîne et c'était le minimum pour un tel chapitre. J'aurais voulu analyser davantage, mais il m'aurait fallu plusieurs jours supplémentaires, alors les bros, je pense qu'on peut se quitter dès à présent. J'espère toutefois que mon travail vous aura plu. C'était Goji et c'était un véritable plaisir de vous proposer cette vidéo exceptionnelle sur un chapitre exceptionnel. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.